Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce dernier jour du mois de février. Mettez-vous d'accord ce matin avec autour de la table. Alors on raccroche son téléphone, monsieur Michel Taube, s'il vous plaît. Bonjour Michel. C'était ma fille. Ah, elle va bien, vous l'embrassez pour moi. Devant le centre de loisirs. Ah, tout va bien? Tu me dis qu'elle est bien arrivée. Ah, tout va bien. Michel, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. David Marguerite, un nouveau qui vient d'arriver dans l'équipe. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. Vice-président, la Normandie en force, de la région Normandie, président de l'agglomération du Cotentin. Vous allez faire un petit tour au salon de l'agriculture? C'est fait, c'était hier. Et alors c'était hier. L'ambiance? Très bonne ambiance. Oui, on beaucoup a vu de ça monde. avec nos émissions Beaucoup aussi. de monde. Oui, il y a beaucoup de monde. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré Pervenche? Non, j'ai pas rencontré Pervenche, Pervenche. c'est la première vache. C'est la première vache montbéliarde du territoire de Belfort depuis 20 ans. Pour nous, à Opinion Internationale, c'est la star du salon de l'agriculture. Il y a Ovalie pour nous annoncer la Coupe du Monde de rugby, mais il y a Pervenche aussi. Allez voir Pervenche. C'est noté, on ira, on fera un selfie avec elle, Michel, c'est promis. Également Thomas Excelhauser, bonjour, délégué national des centristes et conseiller départemental de l'Eure également, et avec nous également Clément Tougeron. Bonjour Clément. Bonjour Christine. Analyste politique et communicant au sein du cabinet Tilder. Alors on a un joli programme ce matin, on va parler bien sûr de la réforme des retraites qui va encore nous occuper ce matin avec, on va dire, deux salles, deux ambiances dans ce débat, avec après l'hystérie de l'Assemblée nationale, voici maintenant, nous dit-on, la sérénité du Sénat. Les sénateurs LR notamment sont-ils les meilleurs alliés d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne pour cette réforme? La grève reconductible, on le sait désormais, à la SNCF dès la semaine prochaine, à l'appel de tous les syndicats, ce qui est assez rare à la SNCF. Est-ce que ça peut changer la donne dans le débat aujourd'hui? On le sait aussi que Pierre Palmade ira donc en prison, il est pour l'instant en détention mais à l'hôpital. Pour vous, décision logique, où la justice française a-t-elle fini par céder à l'opinion publique qui demandait et qui trouvait logique que le comédien aille en détention provisoire? Et puis, autre sujet, fin de match. Alors, tous les jeux de mots sont possibles pour Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football devrait donc logiquement démissionner. Ça devrait tomber ce matin à l'occasion d'un comité exécutif. Il devrait présenter, nous dit-on, sa démission. Mais il ne va pas rester non plus silencieux. Donc, on attend sa prise de parole dans cette affaire-là. On va se demander qui a eu la peau du président de la Fédération française de football. Est-ce que c'est là aussi l'opinion, la ministre, ou on va dire la bien-pensance autour de plusieurs sujets qui le concerne. Et puis autre sujet également, on parlera du pouvoir d'achat avec l'annonce ce matin du gouvernement de ce panier pour les plus précaires, 60 millions d'euros qui vont servir à financer des ateliers de transformation. Je vous lis le communiqué, pour faire des conserves, des confitures, des plats préparés plus faciles à stocker, et ça sera donc distribué via les associations caritatives. Ce seront les périmés des grandes surfaces qu'on ira chercher pour les transformer pour les plus précaires. Est-ce cela dont ils ont besoin aujourd'hui? Voilà pour le menu du jour. Alors j'espère qu'on va arriver à tout dire parce que c'est quand même copieux, mais on va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je commence avec vous, David. Je lis donc coup de gueule contre la réforme des institutions. Emmanuel Macron a mis le dossier sur la table. Oui, alors le Figaro nous apprenait hier les évolutions de la réflexion d'Emmanuel Macron sur cette réforme. Alors, d'une part, évidemment, il s'agit d'une manœuvre de manipulation grossière et de diversion grossière de l'opinion. C'est absolument pas le sujet qui préoccupe aujourd'hui nos concitoyens, de savoir comment on va réformer les institutions. Et puis surtout, moi, le vrai coup de gueule, c'est sur le fond. Parce qu'une fois de plus, on passe à côté du sujet. Parce que quand on lit ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est réforme des modes de scrutin pour législatif, suppression d'échelons pour les collectivités, pour mieux finalement oublier de réformer ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'État. Un État obèse, un État totalement inefficace. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'eau potable qui sort des robinets, que les déchets sont ramassés concrètement aujourd'hui? Bien sûr, les collectivités territoriales. Mais qu'est-ce qui fonctionne pas? La justice, la sécurité et l'énergie. On le voit sur l'abandon de la filière nucléaire. Et moi, je voudrais donner des exemples très concrets parce qu'une bonne réforme aujourd'hui des institutions, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des réformes. Ce serait une réforme qui consisterait à dire on va simplifier vraiment, on va faire en sorte qu'il y ait un pilote par compétence. Aujourd'hui, on est en train de réformer, je donne un exemple très concret pour les auditeurs, on est en train de réformer la compétence emploi. Mais en réalité, avec France Travail, on est en train de constituer une usine à gaz. Moi, la région Normandie, je m'occupe de l'emploi et de la formation. Je donne un exemple. Pour aujourd'hui qu'un aide-soignant ou une aide-soignante devienne infirmière, la région est obligée de lui dire de devenir demandeur d'emploi
pour qu'on puisse financer sa formation. Pourquoi ? Parce que dans la formation des infirmiers, vous avez l'État, vous avez Pôle emploi, vous avez la région, vous avez les OPCO, vous avez transition professionnelle. C'est un système qui ne fonctionne absolument pas, qui est totalement inefficace, qui crée d'ailleurs de la frustration, parce qu'on explique qu'il faut plus d'infirmiers et d'infirmières, mais quand il s'agit de les former, on explique que le bon interlocuteur n'est pas vraiment le bon finalement au bout du compte. Et donc cette situation, elle est finalement accablante. Et ce qui est accablant, c'est que l'État prend une fois de plus les choses à l'envers, plutôt que d'envisager une vraie réforme de structure sur ses compétences, de transférer aux collectivités territoriales des compétences entières, pleines et entières, de plein exercice, qu'on soit vraiment pilote sur un sujet. Et bien finalement, il se livre à une forme de facilité assez habituelle, qui consiste à dire... Est-ce que c'est pas le premier à faire ça ? Ah non, mais c'est pas le premier à faire ça, c'est assez habituel. À chaque président. François Hollande a fait ça d'ailleurs avec la réforme des institutions en 2015, c'était à peu près la même chose. Mais finalement, ce sujet, qui est un sujet encore une fois de diversion... C'est un peu lourd de changer un peu la réforme des institutions. Oui, mais alors, c'est pour ça. Vous dites sur l'emploi, je pense que c'est assez facile, peut-être, en tous les cas ça l'est sans doute plus, de se pencher sur ce genre de petites... Oui, complètement, parce que c'est vraiment des réformes de simplification dont on a besoin, c'est pas des réformes de structure, supprimer des échelons, je pense que Thomas sera d'accord, supprimer des échelons c'est de la facilité, mais ça règle pas le problème. Et puis surtout, finalement, une fois de plus, l'État passe à côté du sujet qui le concerne vraiment, c'est de se réformer lui-même. Alors, qui veut réagir ? Clément ? Oui, Christine, j'entends ce que vous dites, c'est une pirouette qui aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, n'a pas vraiment de sens. Parce que quand on est en train de parler d'une réforme des institutions qui ne parle absolument pas du même sujet, c'est bien de dire oui, mais moi j'aimerais ça. D'accord, mais vous voyez bien la défiance qu'il y a aujourd'hui par rapport aux institutions que le président de la République souhaite réformer. Je ne dis pas que la réforme est bonne. Je dis, de toute façon, on ne l'a pas intégralement. En revanche, de dire oui, mais ça c'est pas un vrai sujet. Si, c'est un vrai sujet. Quand on voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont voter aux élections législatives, vous pouvez pas dire il y a moins de personnes qui vont voter aux législatives, donc je vais réformer les enjeux de travail, la répartition, je vais faire une loi de décentralisation. Mais c'est certainement pas en réformant le mode de scrutin qu'on va... Il y a deux sujets. Que vous appeliez à une réforme et à une loi de décentralisation, je l'entends. Avec le qui fait quoi. En revanche, c'est un deuxième temps, parce qu'il y a un besoin de réformer nos institutions au niveau national, parce qu'elles ne fonctionnent pas, parce que il y a une défiance de plus en plus importante. Au niveau national, c'est ce que je dis. Et aujourd'hui, en revanche, on voit qu'il n'y a pas une réelle défiance envers les institutions locales, les mairies, mais c'est exactement le même sujet sur les régionales. Et en revanche, c'est un vrai sujet. Qui comprend exactement à quoi sert un département et une région? Vous le savez très bien, il y a quand même un grand cafouillage. Quand vous allez voir vos électeurs, eh bien, vous ne pouvez pas vous dire tiens, c'est facile. On dit la même chose en fait, parce que finalement... En fait, le thermomètre, mais on va faire circuler la parole. Parce qu'on dit exactement la même chose, parce que finalement, en effet, un département, une région, une agglomération, une commune, on ne sait pas vraiment à quoi elles servent, parce qu'elles font à peu près parfois la même chose. Sur la culture, sur le sport, on a des compétences croisées. Donc en fait, ce que je dis, c'est que la vraie réforme, c'est une réforme de l'État et une réforme de simplification des compétences. Donc on est à peu près d'accord. En même temps, on était content de trouver les grandes régions pendant le Covid pour financer pas mal de choses, et notamment les masquages. Michel comment dire, moi je suis un libéral sur le plan politique et je considère que les institutions façonnent les hommes. Et les institutions françaises, elles sont très mal faites. Elles datent d'une autre époque, d'un autre monde. Et d'avoir tellement de pouvoir concentré dans les mains d'un seul homme, ça n'est pas normal. Le président français, toute chose égale par ailleurs, a beaucoup plus de pouvoir en France que le président des États-Unis, qui dépend d'États fédérés, qui dépend d'un congrès sur la politique étrangère, qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Là, on voit avec la réforme des retraites que c'est un petit peu rééquilibré, vu qu'il n'a pas une majorité absolue, mais relative. Oui, mais ça, c'est parce que les Français lui ont imposé cette limite. Mais en 2018, il avait déjà eu un projet de réforme des institutions. C'était catastrophique. Ça renforçait encore plus les pouvoirs du président de la République. Donc moi, je suis pour une réforme des institutions. Il faut la faire. Et je veux dire, c'est même certainement une des grandes urgences pour permettre, et je suis comme vous, je suis un Girondin, je suis pour une grande phase de décentralisation, ce que Mitterrand avait fait en son temps. C'est un homme de gauche qui l'avait fait. Il faut le reconnaître. Et effectivement, mais il faut absolument que tout ne remonte pas au chef de l'État. Et moi, je ne crois pas 2 minutes dans la volonté d'Emmanuel Macron d'aller dans ce sens-là. Allez, on fait circuler. Thomas, on vous a pas entendu sur ce sujet. Je pense que le cirque qu'on a eu à l'Assemblée nationale,
encourage beaucoup les Français à se poser des questions sur le fonctionnement de nos institutions politiques françaises. Et ça, ce débat-là, il ne faut pas l'écarter parce que les Français s'interrogent à savoir comment ils sont représentés, comment se répartit la démocratie dans le pays. Mais est-ce que vous pensez que tout le monde est choqué vraiment par certaines situations qu'il y a à l'Assemblée nationale? Je peux vous dire que moi, dans mon canton, les gens m'ont plus parlé du cirque à l'Assemblée que de la réforme elle-même. C'est-à-dire que les gens ont été absolument outrés, et c'est d'ailleurs assez scandaleux la stratégie de la France Insoumise qui laisse d'ailleurs Marine Le Pen comme Blanche-Neige dans ce débat-là. C'est cette attitude du bazardage absolu, du sabotage des débats. Et donc les Français, d'autant plus après cet exercice, se sont dit mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Comment se peut-il qu'au bout de 15 jours de débat, on n'ait pas pu dépasser l'article 2 du projet de loi? Oui, voilà, projet de loi qui en plus, quand même, tous les candidats à l'élection présidentielle avaient fait des propositions sur le sujet des retraites, et donc c'est quand même un sujet bien connu de l'ensemble de la population. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la réforme des institutions. Je pense qu'il y a aussi un sujet sur les pouvoirs du chef de l'État qui peut nommer à tout va préfet, ambassadeur, etc. sans quasiment aucun contrôle ni aucune limite. Mais là où je fais un carton rouge, ça sera mon deuxième aujourd'hui, c'est sur les pouvoirs en place quand ils arrivent. On a vu avec Hollande, avec la réforme des régions, c'est-à-dire qu'ils sont là à donner des leçons aux collectivités territoriales, à couper les budgets, à réduire drastiquement les dotations, sans le faire pour l'État soi-même. C'est-à-dire qu'on a bien vu quand les régions ont fusionné, il a fallu supprimer des postes de directeur général des services, regrouper des services, faire des fusions, recentraliser... Changer des logos. Changer des logos, mais bon, c'est pas ça qui a été le plus coûteux. Et l'État n'est incapable, et Macron, en 10 ans, n'aura apporté aucune réforme structurelle de l'État. Et c'est ça qui est hallucinant quand on voit le nombre de fonctionnaires qui dépendent de l'État français. S'il y a d'ailleurs bien une constante dans la Macronie, c'est finalement la suspicion à l'égard des collectivités territoriales. Voilà, on referme la parenthèse, mais on y reviendra sur la réforme des institutions sans aucun doute. On va faire une petite pause sur Sud Radio. Et Thomas, vous gardez la parole parce que vous allez nous donner un coup de cœur dans un instant. Donc ça nous fait plaisir aussi, mais pas que des cartons rouges. Du bien même. Oui, il y a des cartons verts, hein, c'est ça. Allez, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Thomas Exelhausser, Clément Tougeron, Michel Taube et David Marguerite, on en était au coup de cœur et au coup de gueule de nos débatteurs du jour. Thomas, coup de cœur ou coup de gueule sur le cinéma français? Coup de cœur sur le cinéma français historique. Je voudrais quand même rappeler aux auditeurs, et pour ceux qui ne le savent pas, que le cinéma c'est une invention française. C'est la famille Lumière qui a créé le cinématographe, qui permet d'enregistrer des images en mouvement et qui a conçu les premiers cinémas. Encore un truc qu'on s'est fait piquer, vite fait, bien fait. Alors, les Américains ont été, et les Indiens peut-être aussi, plus forts que nous. On a vu la cérémonie des Césars qui était sur Canal+ en clair vendredi soir. Cette cérémonie, je l'ai regardée un petit peu, elle m'a pas fait rêver. Le seul moment où on a un peu rêvé, c'est quand Brad Pitt est arrivé. Donc je trouve un peu dommage que ce soit un acteur américain qui stimule une cérémonie. Quand même Virginie Efira, c'était un beau moment. Oui, c'était un bon moment, en effet, mais c'est une très belle actrice. Après, elles étaient toutes formidables. Juliette Binoche pour Ouistreham, qui s'est d'ailleurs tournée en Normandie. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un cinéma français, j'en parlais avec Catherine Morin-Desailly hier, qui est une sénatrice spécialiste dans le domaine de la culture. On a un cinéma où il y a beaucoup d'énergie en France qui est déployée, beaucoup de fonds aussi, de subventions, à la fois de l'État, mais aussi beaucoup des collectivités territoriales. Et on a un cinéma français qui, depuis une grosse dizaine d'années, décroche carrément sur le marché international, alors que c'était un de nos fers de lance de notre dynamique à l'étranger. Pour vous donner quelques chiffres, on est sur 2022 sur à peu près 27 millions d'entrées dans les salles obscures étrangères pour des films français, c'est-à-dire 2 fois moins que la moyenne des 10 dernières années, où nous étions largement au-dessus des 50 millions d'entrées dans le monde. Et même, je crois, en 2014, d'après Challenge, on avait dépassé les 120 millions d'entrées. Et je trouve extrêmement dommage que nous n'ayons pas ces grands films qui ont fait ces dernières années le succès du cinéma tricolore, tels que Le Pianiste, tels que Lucie, Taken, Le Cinquième Élément, Intouchable, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Je trouve vraiment dommage que malgré toute cette énergie, on se retrouve avec des films décevants, des castings décevants, presque
un sentiment que l'on fait des films pour faire des films, quoi. On fait de la quantité subventionnée par le CNC. Vous trouvez-vous ? Oui, alors il y a des films qui sortent du lot, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Quand je vous dis 27 millions de ventes l'année dernière, quand on avait fait 120 millions en 2014, c'est quand même assez édifiant. Et voilà, j'étais un petit coup de gueule parce que je pense que même certains publics français ne comprennent pas toujours ce qui sort à nos écrans. Alors il y a quelques pépites forcément, mais je pense que c'est pas l'avis général des compatriotes. Voilà. Non, et puis aussi, il y a un enjeu budgétaire extrêmement important derrière. Il y a deux facteurs. Déjà, une partie du Covid qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas allées dans les salles et qui n'y sont pas retournées, vu les coûts aussi. Ça va mieux aujourd'hui. Ça va mieux, mais c'est une reprise qui est très lente. On en parlera tout à l'heure pour le tourisme, mais c'est un peu le même sujet. Oui. Et puis, et je comprends complètement pour des familles qui ont 1 ou 2 enfants sur le prix du cinéma, quand vous voyez des tarifs qui vont entre 10 et 15 euros la place pour un adulte et 5 et 10 euros pour un enfant. Quand vous êtes une famille, 50 euros la soirée, ça fait un petit peu cher. Et je le comprends complètement, vu parfois la qualité, comme le soulignait Thomas, des films qui sortent. Carton box-office de 2 grosses productions, Alibi 2, je crois. C'est ça, .com et machin, et Astérix. En plus, qui arrive à déstabiliser le grand film tant attendu. Qui dépasse pratiquement maintenant les 700 000 ou presque atteint le million d'entrées quand même, Astérix Obélix. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Alibi 2 est en train de passer devant Astérix Obélix, alors que les budgets et la communication qui ont été faites autour du lancement d'Astérix, c'était quand même pas le même, parce que je l'avais dénoncé sur cette antenne. On a assisté à la mise en place d'un réseau et de showbiz pour promouvoir ce film, quand même ahurissant par rapport à d'autres films français. Le problème aussi, c'est que les films sortent maintenant sur les plateformes à l'étranger. Non, j'allais dire que quand j'aime pas un film, je n'en parle pas. Ah bon, bah voilà, ça c'est fait, donc ça on comprend. Bon, on va continuer sur des chiffres avec vous, Clément, sur cette fois les chiffres du tourisme en France et qui cartonnent. Exactement. En janvier dernier, l'Organisation mondiale du tourisme ont fait leurs premières analyses avec une augmentation du nombre de touristes dans le monde. En 2022, 900 millions de personnes se sont déplacées en plus. C'est 2 fois plus que les chiffres enregistrés en 2021. Et on était arrivé à 63% du taux avant pandémie. L'ensemble des secteurs ont été favorisés, et l'ensemble des zones géographiques, notamment le Moyen-Orient avec plus 83% et l'Europe plus 80%. Alors quelles sont les retombées économiques dans le monde et en particulier en France? Eh bien, Atout France a sorti hier une note de conjoncture qui est extrêmement intéressante, puisque les recettes du tourisme international en France ont fait en 2022 57,8 milliards d'euros. Et donc ça correspond à peu près à ce qu'on avait en 2019, voire un petit peu plus, ce qui est extrêmement intéressant. On a sur le podium, Christine, quels sont les 3 pays qui dépensent le plus en France lorsqu'ils sont les touristes? Je pense que ce sont les États-Unis. Non, ils sont 5e. Ils sont 5e. Eh bien, c'est les Belges. Ah, les Belges. Les Belges, avec plus de 7 milliards d'euros dépensés en France. Les Britanniques, puis les Allemands. On retrouve, par exemple, les États-Unis, en 4e position. Cette note nous souligne en particulier que, le manque de fréquentation qui peut encore augmenter, s'explique notamment avec l'absence des Asiatiques, qui, vous le savez, avec les politiques qui sont mises en place sur le continent, freinent, les départs, 31% en moins. Et en même temps, il souligne qu'en France, les Français reprennent un petit peu goût aux vacances, au tourisme, puisque 23% des Français se sont déplacés en interne. Il y a eu 23% de départs, ce qui correspond à peu près au taux de 2019. Alors en 2023, à quoi on peut s'attendre? D'après l'Organisation mondiale du tourisme, il va y avoir une augmentation pour atteindre 95% des départs avant Covid. Pour 2 raisons, on pourrait continuer à augmenter cela, parce que le ralentissement économique permet en même temps à certains de voyager, et puis malheureusement la situation en Ukraine pourrait en revanche freiner les départs. Bon, en tous les cas, le secteur aérien se porte mieux que jamais, on voit ça, et finalement les gens bougent beaucoup, alors qu'on avait imaginé après le Covid ou pendant le Covid qu'on ferait du tourisme autrement. Oui, une petite illustration locale de ces chiffres. La Normandie. La Normandie, et puis le Cotentin en particulier. Alors je dirais qu'il y a à la fois une très forte progression. On a atteint cette année vraiment un record 2,5 millions de touristes sur notre territoire. Mais surtout étrangers.
Alors, beaucoup de touristes français, retour de touristes étrangers, en particulier de touristes allemands sur notre territoire et de néo-zélandais. Mais ce qu'on constate aussi, alors c'est au-delà de la progression quantitative très forte, c'est un changement complètement de la pratique touristique. C'est-à-dire qu'un territoire comme le nôtre, plutôt authentique, grands espaces, qui n'était pas forcément dans le scope des touristes jusqu'ici, est devenu un lieu vraiment très privilégié, parce que finalement, ce que recherchent les gens depuis le confinement, c'est pas un tourisme industriel, c'est vraiment le tourisme des grands espaces et de la qualité de vie. On redécouvre la maison à côté de chez soi. Les chiffres sont excellents et avec le calendrier français, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques, etc. Le défi sécuritaire, on en a souvent parlé avec Valérie ici. Ouais. Non, je voudrais dire qu'on néglige souvent les pouvoirs publics et notamment le gouvernement successif, la part du tourisme dans notre PIB, puisqu'on dépasse les 10% de part de PIB. C'est une économie dans l'économie énorme et je regrette vraiment que nous n'ayons pas de véritable ministère dédié exclusivement au sujet du tourisme en France, parce que avec plusieurs dizaines de millions de visiteurs par an, ça pose des sujets de sécurité dans les aéroports, etc. Ouais, et quand on voit que certains pôles de compétences tels que l'économie sociale et solidaire ou encore même l'agriculture ont leur propre ministère, je trouve dommage que le tourisme, qui est quand même l'un des atouts majeurs français, n'ait pas de représentation forte au sein du gouvernement. Alors, il est rattaché au ministère des Affaires étrangères aussi. Non plus. Il est reparti à Bercy. C'est la ministre des entreprises, des commerçants, des PME et du tourisme. Ouais, Olivier Grégoire qui s'en occupe. En sachant que c'est des très bons résultats avec un secteur qui a du mal à recruter, qui a du mal à faire tourner, etc. et qui est marqué par l'inflation. Michel, pour le tour de table, Emmanuel Macron a posé ses jalons concernant la relation entre la France et l'Afrique. Effectivement, il part demain à Libreville pour le sommet mondial de la forêt, le One Forest Summit. Après s'être occupé de l'Amazonie, il va s'occuper du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon de la planète. Et après, il va en Angola, au Congo et en RDC. Effectivement, Emmanuel Macron, Macron l'Africain, est-ce qu'il existe le Macron l'Africain ? Lors de son premier quinquennat, à mon avis, il n'a commis que des erreurs. Il s'est rendu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a fait un discours à la jeunesse africaine. Et en faisant cela, il a humilié un chef d'État qui était dans la salle, ce qui a mis hors d'eux tous les chefs d'État africains. Vous savez qu'en Afrique, le respect de l'âge, c'est très important. Très important. Et il a ramé pendant 5 ans pour essayer de rattraper l'erreur qu'il a commise. Mais il a continué. Pendant 5 ans, il a misé sur les sociétés civiles, le débat avec la société civile africaine, et il a ignoré les chefs d'État africains. Résultat, vous avez eu depuis 1 an un sommet États-Unis-Afrique. Biden a reçu les 54 chefs d'État africains en décembre. Sommet Russie-Afrique, Inde-Afrique, Japon-Afrique, et il n'y a plus de sommet Afrique-France. Il y en a eu un à Montpellier avec des militants d'associations souvent très anti-français, mais pas de rencontre avec les chefs d'État. Donc vraiment, j'espère qu'il va en prendre conscience et qu'il va profiter de ce voyage pour renouer avec les chefs d'État africains, parce que la France a besoin de parler, surtout le chef de l'État, à son niveau avec ses homologues africains. Il va notamment rencontrer Denis Sassou Nguesso, qui est le président du Congo, qui joue un rôle très important, notamment dans la gestion du conflit libyen, parce qu'il est le chargé pour l'Union africaine de gérer cette crise. Il faut que, face à un ancien, il arrive à renouer le dialogue. C'est absolument capital pour les intérêts de la France. Quelqu'un veut réagir sur la position de la France-Afrique, en sachant que les positions françaises sont depuis longtemps, on va dire, challengées par... Enfin, pas challengées. La Chine, aujourd'hui, a posé vraiment ses jalons. Et aujourd'hui, il y a aussi la Russie qui fait tout son possible pour discréditer la position française. Moi, j'espère que la voix de la France est encore attendue, parce qu'on y a quand même un effondrement dans le message français. J'espère qu'elle l'est. J'ai, pour tout vous dire, un peu la nostalgie de Jacques Chirac et de sa capacité à avoir incarné la France, à porter un message très fort en Afrique. Je suis pas convaincu qu'Emmanuel Macron ait la même capacité. Je l'espère. Je l'espère vraiment pour la voix de la France, pour sa capacité à s'exprimer dans le monde. Maintenant, vous avez raison, il a commis beaucoup d'erreurs. Est-ce que sa parole n'est pas trop abîmée? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Je ne le souhaite pas. Voilà, donc on va s'arrêter un court instant. Moi, je voulais juste faire un petit coup de gueule. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est le Michelin qui, encore une fois, fait parler de lui aujourd'hui avec des rétrogradations et une pensée pour tous ces restaurateurs. Bon, alors, ils perdent des étoiles, mais on sait pas trop en écoutant les uns et les autres. J'écoutais encore Michel Vera qui poussait un coup de gueule sur ça, et ces restaurateurs qui font la
beauté de la gastronomie française. Moi, je voulais presque faire un coup de cœur, donc j'en profite, pour Guy Savoy et pour le patron de l'établissement de La Rochelle. Tourangeau. Voilà, parce que c'est des artistes, c'est des Picasso de la gastronomie. Ouais, souvenez-vous de Bernard Loiseau. Ils gardent leurs 3 étoiles et ils gardent leurs 3 étoiles. Voilà. Oui, Clément. Non, mais c'est un sujet extrêmement important. Mon frère travaille justement dans un restaurant 2 étoiles et il est second dans un restaurant 2 étoiles. Il montre au quotidien des heures et des heures de travail. Il nous dit que la concurrence est de plus en plus rude parce qu'il y a de plus en plus de génie, de plus en plus de travail. Et parfois, il y a des restaurateurs, ça ne veut pas dire, et c'est ce que le guide Michelin souligne, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais restaurateurs, ça ne veut pas dire que Guy Savoy est un mauvais. Ça veut dire que par rapport à l'évolution des autres 3 étoiles, eh bien, ils n'ont pas réussi à avoir ce petit cap qui a été supplémentaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais restaurant et il ne faut pas y aller. Une pensée pour le grandissime chef Aveyronais Michel Bras, qui est sorti du Michelin et qui continue à fonctionner très bien. Il y en a plusieurs comme ça. Donc voilà, c'est la prédominance du Michelin. Faut-il s'en inquiéter ou pas? On aura l'occasion d'y revenir sur tout ça. Allez, on s'arrête. On va s'intéresser à la réforme des retraites. Est-ce qu'on aura un débat plus apaisé au Sénat? A priori, oui. Mais avec quel texte à la sortie? Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, on va s'intéresser avec Thomas Exalosser, Clément Tougeron, Michel Taube, David Marguerite à la réforme des retraites qui arrive donc au Sénat. Alors, le Sénat qui retrouve finalement ses lettres de noblesse. Tout le monde voulait s'en débarrasser il y a encore quelques années. On parlait de la réforme des institutions, David Marguerite. Il y a eu quelques tentatives de se dire le Sénat ne sert plus à rien. Aujourd'hui, le Sénat est une chambre d'équilibre. Complètement, je pense qu'il reprend tout son sens. On parlait de savoir si on allait avoir un débat plus serein, j'allais dire. J'espère que le Sénat va permettre d'avoir un débat tout court, parce que l'Assemblée nationale, finalement, nous a donné un spectacle. Thomas parlait tout à l'heure de cirque. Moi, je partage complètement ces mots. C'était le cirque mélenchoniste. Est-ce que le Sénat va nous permettre, par exemple, d'avoir un vrai débat sur la politique familiale sans avoir les éructations de Madame Rousseau en face, sans savoir ces agitations permanentes? Je le souhaite, parce que ce sont des vrais sujets. Est-ce que le Sénat, par exemple, peut enrichir le texte sur une question essentielle sur laquelle on passe complètement à côté? C'est la question de l'emploi des seniors. Parce qu'une réforme des retraites qui n'améliore pas le taux d'emploi des seniors, c'est une réforme aussi qui passe à côté. Je vois que des sénateurs ont l'intention, par exemple, de proposer un contrat senior qui exonère de cotisations chômage et familiales, un contrat qui serait passé après 60 ans jusqu'à la retraite. Il me semble que ce sont des bonnes mesures. Oui, mais est-ce que ça, c'est dans le cadre de la réforme des retraites de parler de tout ça? Oui, je pense que clairement. La natalité. Est-ce que c'est là que ça va se résoudre? C'est un des sujets. Je suis 100% d'accord, parce que la réponse, elle est démographique. Elle est d'une bonne maîtrise, d'une bonne appréhension des évolutions démographiques, plus que de montage financier, dont en plus, franchement, quand on apprend qu'il va y avoir une clause de revoyure, drôle de mot, dans 5 ans, je crois, dans 7 ans, c'est-à-dire qu'on va de nouveau avoir un débat sur les retraites. Enfin, c'est non, il faut une politique familiale, il faut une politique des seniors, et puis pour moi, la meilleure des réformes, c'est vous remettez des 35 heures aux 39 heures, et tous les Français, et ça va générer 10 milliards ou 15 milliards de recettes sociales en plus qui financeront largement les retraites. Mais ça, il paraît que c'est pas du tout dans l'air du temps. La très libérale Grande-Bretagne qui teste à grande échelle la semaine de 4 jours et la productivité est excellente. Ils ont bien raison. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec M. Marguerite sur le sujet de il faut un projet de loi plus large. En revanche, sur la politique familiale notamment, est-ce que c'est vraiment le lieu, comme vous le savez, non, mais j'entends que ça soit lié. Ça, c'est certain que c'est lié. Vu le projet de loi qui est un projet de loi rectificatif de finances de la sécurité sociale, on ne peut pas non plus tout mettre dedans parce que, comme vous le savez, c'est uniquement sur la sécurité sociale et donc on ne peut pas avoir un champ trop large. Donc voilà, il ne faut pas que ça soit trop fourre-tout. Ça pose la question du travail des femmes quand même, qui est la considération des carrières. Bien sûr, je suis d'accord, mais est-ce que du coup, et c'est là le sujet principal, c'est est-ce que cette réforme est réellement utile comme ça en l'état et aussi rapidement? Non. Est-ce qu'il faudrait remettre à plat pour avoir un projet de loi beaucoup plus cohérent, beaucoup plus global? Peut-être que oui. Et donc voilà. Du coup, est-ce que les sénateurs sont pas les meilleurs alliés d'Elisabeth Borne et... Non, je pense que les sénateurs, tous bords confondus, sont des gens raisonnables. Patrick Kanner, qui est président du groupe socialiste au Sénat, a dit « Nous ferons tout pour que chaque article soit débattu ».
alors que le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale a quand même joué le jeu pendant longtemps de la NUPES sur le barrage avant de rétropédaler en supprimant quelques amendements à la fin. Et monsieur Vallaud, son nom, qui était d'ailleurs au moment de la réforme Touraine secrétaire général adjoint à l'Élysée, et qui dit cette réforme c'est la réforme de l'impôt de la mort. Mais il oublie quand même que la réforme Borne n'est qu'une déclinaison plus approfondie de la réforme Touraine de l'époque. Mais malgré tout, est-ce que ça ne va pas, tout ça, laisser beaucoup de traces, une espèce de cocotte minute qu'on va mettre un couvercle dessus, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, l'inflation peut-être, ça va exploser. Je pense que cette réforme a été très mal préparée et présentée et amenée par le gouvernement. C'est un sujet qui est dans les esprits depuis très longtemps. Je rappelle à nouveau que nous avons eu un secrétaire d'État spécial à la réforme des retraites, Delevoye, puis le député du Nord sur tout le mandat précédent, qu'Édouard Philippe avait prévu une réforme qui n'avait rien à voir avec celle qui est présentée là, que dans le programme présidentiel du candidat Macron, il y avait le sujet de la réforme des retraites, qu'on a cristallisé tous les débats sur l'âge des 64, mais on voit bien que cet âge aujourd'hui n'a plus grand intérêt, parce qu'avec, hormis les carrières longues, mais avec les études, etc., les années de cotisation, on sait très bien qu'aujourd'hui on ne part pas facilement à 64 ans. Et donc je pense que cette réforme a été extrêmement mal amenée, et qu'un débat plus profond, en effet avec les seniors, avec la politique familiale, avec les salaires des femmes, etc., aurait été indispensable. Et on a mis ce débat-là dans ce tunnel de la loi sur le financement de la sécurité sociale. Et je pense que le gouvernement a une fois de plus raté, d'autant quand même que LR a été très raisonnable. Et dès janvier, Éric Ciotti, le président, qui n'est pas le président de ma famille politique, a dit clairement qu'il était prêt à travailler dans l'intérêt général sur ce texte. Et ça a été très mal mené. Bon, Michel. Juste un petit point quand même sur LR. Ils ont quand même été peu visibles à l'Assemblée nationale. Alors, il faut dire qu'effectivement, avec le tohu-bohu des Insoumis, Olivier Marleix, on l'a quand même très très peu entendu. Je trouve que Bruno Retailleau a très bien posé les termes du débat dans une grande interview dans Aurélien Pradier, on l'a entendu. Oui, mais justement dans la division, pas de façon constructive. Justement, on a retrouvé là les querelles internes de LR. C'est pas bon pour ce parti. Alors, j'ai fait un édito avec Radouane Kourak qui m'a rejoint Opinion Internationale, et que je me permets de saluer, la réforme qui pourrait envoyer LR en retraite. Parce que vraiment, j'espère qu'au Sénat, LR va pleinement jouer son rôle de proposition et d'adaptation de ce projet de loi, parce qu'effectivement, il est très mauvais dans plein de détails, et il faut qu'il soit rehaussé. J'allais dire, en même temps, c'est qu'il y a des alliés pour le gouvernement sur cette réforme des retraites, mais il y a aussi des oppositions, et elles sont syndicales aujourd'hui, et unanimement syndicales, puisqu'ils y sont tous. Il y a cette grève reconductible à la SNCF pour la semaine prochaine, à l'appel de tous les syndicats de cheminots. Sans doute la petite phrase de Bruno Retailleau qui veut en finir avec la clause du grand-père plutôt que prévu. Est-ce que ça va pas mettre le feu aux poudres? Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que c'était malin de faire ça, d'agiter un chiffon rouge? Moi, je suis très inquiet. Vous aviez raison tout à l'heure, Christine, de parler de finalement de cocotte minute ou de pays qui est à cran. On est un pays qui est à cran, et je pense qu'en fait le problème de cette réforme, c'est qu'elle aborde simplement la question de repousser l'âge, comme si c'était un projet de société, de revenir devant les Français tous les 5 ans en disant ça va être encore 1 ou 2 ans de plus, sans avoir essayé d'imaginer une réforme de système, une retraite à points, supprimer l'âge légal, réfléchir sur la durée de cotisation. Et oui, je vais oser le mot, peut-être oser une dose de capitalisation obligatoire, parce que peut-être que ça aurait été ça aussi l'intérêt. Moi, je le sens dans mon territoire, qui est un territoire à la fois rural et populaire. Les gens sont à cran. Moi, dans les manifestations, j'ai des militants de droite. J'ai des élus de droite qui vont manifester, et qui vont manifester. Même des patrons et bien sûr, et qui vont pas manifester simplement sur la question de l'âge qui est devenue un totem, mais qui vont manifester finalement leur réaction par rapport à une forme de mépris, par rapport à plus que de la colère, une forme de désespoir. Les gens, ils ont peur aujourd'hui, ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur parce que finalement ces peurs, elles sont aussi alimentées en permanence par le gouvernement après les confinements, les coupures d'électricité, les coupures d'eau. Aujourd'hui, on est dans une société qui a peur, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'exprime et ce qui m'inquiète le 7 mars, c'est que les choses vont bien au-delà aujourd'hui de la simple réforme des retraites. Elles vont aujourd'hui sur une vraie interrogation par rapport à la société telle qu'elle est, par rapport à ce qu'on nous promet, et par rapport à l'angoisse dans laquelle on vit, et l'angoisse du lendemain qui n'a jamais été aussi proche finalement. Clément. Sur le 7 mars,
Cette grève reconductible à la SNCF, hein, c'est le point de départ. Il y a les raffineries aussi qui risquent de faire. Il y a les raffineries, il y a une grève générale qui a été à l'appel de l'ensemble des syndicats. Et ce qui est assez frappant, c'est que les syndicats sur janvier-février ont eu une communication absolument incroyable. Ils incarnent réellement, pour une grande partie des Français, une opposition à la réforme des retraites, là où beaucoup de partis politiques n'incarnent même pas une opposition réelle. On l'a vu à l'Assemblée nationale, on espère qu'il y aura un débat au Sénat, mais malheureusement, on a vraiment l'impression que les syndicats ont repris le relais, ce qui est très bien, hein, mais ce n'est pas eux qui débattent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, finalement, c'est deux espaces dans lesquels il y a un débat. Il y a le débat de la rue, le débat de l'Assemblée nationale et du Sénat avec le Parlement, et finalement pas de dialogue entre les deux, alors que la rue a réussi pleinement à marquer des points, à faire comprendre que 64 ans, finalement, c'était pas forcément l'âge important. Il y avait la situation des carrières longues. Il y avait aussi que cette réforme n'était pas forcément utile à ce moment-là. Et donc, il faut souligner cette communication remarquable. On a vu samedi, hier pour Elisabeth Borne, samedi pour Emmanuel Macron, donc une prise de contact, on va dire, de l'exécutif avec le réel. Est-ce que là, le dialogue est, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, rompu, Michel ? C'est compliqué, Emmanuel Macron, au sein de l'agriculture, quand même, sur les deux dossiers, le climat, les jeunes, les retraites. Il a une phrase terrible en disant les Français ne sont pas en colère, ils sont juste inquiets. Mais il se trompe complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Marguerite, les Françaises sont en colère. Et il y a même une colère française qui s'était déjà exprimée avec les Gilets jaunes, qui s'était exprimée ensuite avec la réforme de retraite, Philippe Delevoye, qui avait donné lieu à beaucoup de violence et qui ensuite a été abandonné avant que le Covid arrive. Et là, moi, ma crainte, c'est que le mois de mars, c'est un peu le mois de tous les dangers. Parce que véritablement, les syndicats ont beaucoup à perdre, si jamais le gouvernement l'emporte, entre guillemets. Et donc je pense qu'effectivement, on va rentrer là dans un bras de fer qui risque de tourner à la violence, entre la rue d'un côté et les sages du Sénat de l'autre. Et je pense que ça ne peut pas faire tomber un peu la pression. Non, parce qu'encore une fois, les syndicats... En plus, ce gouvernement a choisi un processus législatif ultra rapide. Donc effectivement, je pense que là, il reste 2-3 semaines avant le vote définitif de la loi. Donc on va aller dans une accélération du bras de fer, et je pense que les grèves risquent d'être massives. Je voulais savoir, selon vous, cette cocotte minute, c'est quoi? C'est l'inflation. On a entendu la grande distribution dire attention, ça monte de 10 à 15%, et là les négociations, ça patine. On est à plus 10% pour le mois de mars. Est-ce que ça peut engendrer? Et puis on a les chiffres aussi de l'aide alimentaire qui est tombée hier également. Eh bien, il y a plus 10% de bénéficiaires en l'espace de 10 ans, c'est absolument colossal. Vous vouliez réagir? Non, je voulais rebondir sur la colère, qu'elle soit sur l'inflation, sur l'énergie, sur la réforme des retraites. Elle est difficile à définir, cette colère en France, parce que les Échos font leur une aujourd'hui sur les incroyables investissements étrangers en France. On a quand même une économie qui se porte relativement bien. On a parlé des chiffres du tourisme. On a beaucoup d'entreprises, et moi je le vois, de chefs d'entreprise qui, au vu des chiffres, ont fait des énormes efforts cette année. Alors on a parlé des plus connus, mais les moins connus ont offert des primes, ont offert des 13e mois pour essayer de soulager les familles et leurs salariés. Moi je le vois beaucoup dans ma circonscription. Et en même temps, on a cette colère qui est très difficile à interpréter, qui s'est exprimée avec raison au démarrage des Gilets jaunes, catégorie sociale confondue. Là, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on va essayer de prendre un peu les Français en otage, parce qu'on a vu qu'en février, les manifestations avaient un peu diminué. Et là, on dit on va bloquer le pays avec notamment les trains, etc. Il faut quand même reconnaître que le changement de régime spécial pour tous ces métiers-là, c'est pour les générations futures, c'est pas pour les générations actuelles. Et se dire Bruno Retailleau veut accélérer la disparition de la clause du grand-père. Oui, mais pour les générations futures. Ça touche pas aux générations actuelles, ce qui est dans ce projet de loi. Et je trouve que c'est un peu facile de se dire on va bloquer et utiliser ce qu'on arrive encore à faire, qui est notamment les trains, la RATP, etc., qui sont quand même des personnes qui ont des régimes beaucoup plus favorables que d'autres. Alors, on va continuer de parler de ça. Tenez, puisqu'on parle de pouvoir d'achat à l'instant, on va s'intéresser à ce qui devrait être annoncé aujourd'hui
aujourd'hui une nouvelle aide du gouvernement, une nouvelle aide d'un plan d'aide alimentaire pour les Français les plus précaires, permettre de récupérer très rapidement les produits rapidement abîmés, périmés, enfin limite de vente, de les reconditionner, de les distribuer. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour les plus démunis? Est-ce que c'est une manière d'enterrer on va dire le panier anti-inflation qui nous était promis? On va voir ça dans un instant avec nos 4 débatteurs. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillon. Allez, ça débat plein pot, comme on dit, avec Thomas Exalos, Clément Tougeron, Michel Taube, David Marguerite. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette annonce que devrait donc faire le gouvernement aujourd'hui, plutôt qu'un nouveau chèque alimentaire, parce qu'on sait que l'inflation ne va pas se calmer. Les tarifs dans la grande distribution, la deadline, c'est tout à l'heure à minuit que les négociations s'arrêtent, et ça se présente pas super bien. Faut être très clair. Alors l'idée, c'est de lancer un nouveau plan alimentaire à destination des Français les plus précaires, récupérer les produits frais qui sont en fin de vie et qui ne sont plus vendables, ou en tous les cas plus personne ne veut les acheter, des fruits et des légumes notamment, que n'arrivent plus à vendre donc les agriculteurs plutôt que dans les grandes surfaces. Et ensuite, on va aider à la transformation en conserve, en confiture, en plats préparés, tout ça plus facile à stocker, distribuer ensuite aux associations qui viennent en aide aux familles les plus démunies. Ce système, nous dit-on, existe déjà et fonctionne bien dans la Loire. 60 millions d'euros pour ça. Ça va résoudre, ça remplace le chèque alimentaire. C'est quoi la réaction à chaud, Clément? Alors déjà, ce que vous dites, Christine, il y a, je pense, un coup de cœur qu'il faut avoir tout de suite. C'est sur ces associations qui, au quotidien, participent à distribuer tous ces repas. Ouais. C'est 200 millions de repas servis chaque année à plus de 2 millions de personnes en situation précaire. Et donc, c'est 6 000 associations qui participent à ça. Ce que dit le gouvernement, ça a été de dire on va s'appuyer sur ce réseau pour le moderniser, l'améliorer et permettre une distribution avec un fonds de 60 millions d'euros. Et ils vont détailler des mesures. Est-ce que réellement, aujourd'hui, ça va permettre d'améliorer la situation? Ça, j'en sais rien, parce que la mise en application risque d'être extrêmement compliquée. Et vous l'avez dit, il y a le panier anti-inflation sur lequel on voit que Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ont 2 analyses complètement différentes. Il y a des négociations sur le sujet qui seront jusqu'au 8 mars, en sachant que ça, c'est quand même un vieux loup de mer. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Donc, est-ce que le 8 mars, on va réussir à avoir quelque chose? Est-ce que ça va être annoncé aujourd'hui, alors que les négociations sont jusqu'au 8 mars? Rien n'est moins sûr. En tout cas, vous avez raison sur le sujet de est-ce que ça va améliorer? Extrêmement difficile de savoir, parce que est-ce que la mise en application va être possible? Encore extrêmement compliqué de le savoir. Qui veut réagir? Moi, je veux bien réagir, partager le coup de cœur avec les associations et puis l'élargir aux maires via les CCAS qui aujourd'hui sont clairement en première ligne de ces difficultés. Alors, on parlait tout à l'heure pays à cran. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'évidemment ces aides, elles sont nécessaires pour les plus modestes, mais elles sont aussi nécessaires pour la classe moyenne qui se paupérise dangereusement. Hier, au Salon de l'Agriculture, moi j'apprenais le chiffre de 8%, présenté par le président de la Chambre d'Agriculture de Normandie, moins 8% de consommation alimentaire en un an, et ça concerne tous les milieux, et la difficulté de pouvoir bien s'alimenter, bien manger, de boucler la fin de mois, c'est maintenant une angoisse de tous les jours pour tout le monde. Je suis pas convaincu, pour tout vous dire, qu'un plan qui semble quand même très complexe, avec un budget de 60 millions qui semble bien dérisoire, puisse régler le problème. Moi j'ai envie de vous dire, il y a une question d'éducation au goût, il y a une question de consommer local, et une question peut-être aussi de sortir du totem du tout bio qu'on va chercher à l'autre bout du monde. Consommer local, c'est possible, et c'est possible à moindre coût. Ça suppose quelques aménagements qui sont pas très compliqués, notamment sur les marchés publics, de pouvoir commander dans les cantines scolaires vraiment en local. Vous voyez, ça suppose des aménagements qui permettent aux collectivités d'aller chercher des produits à moindre coût, qui sont de qualité et qui sont sur les territoires, sans aller les chercher à l'autre bout du monde sous prétexte qu'ils sont bio et qu'ils ont pourtant un bilan carbone qui est parfois catastrophique. Il y a un traité Mercosur qui est en cours de négociation en ce moment, et on verra comment il va être signé. Pour information, la consommation des ménages au mois de janvier a progressé de 1,5%, nous dit l'INSEE. Donc tout n'est pas noir dans la consommation aujourd'hui, malgré l'inflation qui ne cesse de nous inquiéter. On a l'inflation, on parle aussi de difficultés pour beaucoup de Français, notamment aussi des travailleurs pauvres, des personnes qui sont en temps partiel, de pouvoir se nourrir. Mais on oublie quand même quel est le poste
numéro 1 de dépenses des foyers. Ça reste le logement. Oui. Et nous n'avons pas réussi, nous n'arrivons toujours pas à construire davantage pour essayer, parce que les prix de l'immobilier, c'est un rapport d'offre et de la demande. Je connais le territoire de mon ami David Marguerite. Il y a un besoin cruel à Cherbourg par rapport au développement du territoire de logement. Et c'est le cas dans beaucoup de régions françaises. Et tant que nous n'arriverons pas à déverrouiller certaines problématiques, tant que nous n'arriverons pas à encourager encore plus la construction, on restera avec des prix de loyer qui, je dois le dire, toujours pèsent pour la plupart des ménages dans la première dépense. C'est désormais et c'est le logement. Ouais. Michel. L'État Abbé Pierre, honnêtement, je comprends qu'il faille le faire. Je pense que Coluche, s'il était là aujourd'hui, il s'en chargerait encore mieux que l'État. Oui, il faut être évidemment solidaire des plus démunis d'entre nous, mais effectivement, ça ne sera qu'un pansement sur un corps bien malade. Et voilà. Mais il faut le faire évidemment par solidarité avec nos concitoyens. Alors, ce que dit Michel, je rebondis surtout sur ce que dit David Marguerite, parce qu'il a tout à fait raison sur un sujet, c'est ce qui existe déjà en local et ce qui est possible de faire. Juste avant, c'est ce qu'on disait juste à la pause, avant moi j'étais conseiller ministériel, j'étais chef de cabinet d'une ministre, on avait mis en place les petits déjeuners gratuits dans les REP et REP+, les zones d'éducation prioritaire, les zones d'éducation prioritaire renforcées. Ça permettait aux enfants d'arriver à l'école et de prendre le petit déjeuner à l'école, parce que bien souvent ils n'avaient pas de repas. Il avait un repas chaud dans la journée, c'était à la cantine. Le matin et le soir, il ne mangeait pas. D'où était venue cette idée? C'était que lors d'un déplacement, une directrice d'école nous avait dit que les enfants étaient déposés par les autres parents parfois à 7h, 6h30, et qu'ils se levaient encore plus tôt parce qu'ils devaient faire les poubelles avec leurs parents. Et quand on entend ce genre de choses, quand on entend ce genre d'histoire, on ne peut pas dire oui, l'État, Abbé Pierre, etc. Non, c'est essentiel parce que, notamment pour les enfants, on ne peut pas laisser des enfants dans cette situation-là. On est obligé de faire quelque chose et chaque petit geste compte. Alors par exemple, en effet, de faire des circuits courts avec les municipalités. Je ne connaissais pas cette mesure, mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir aller à l'école récupérer des produits, etc. Donc c'est un devoir de l'État, notamment pour les enfants, les situations et les familles en plus clair, parce que ce sont des familles après qui sont détruites et qui ne peuvent plus évoluer et qui ne peuvent jamais rattraper le retard, parce que lorsque on ne mange pas à l'école, on n'écoute pas, on dort, on a moins de capacité à travailler et donc finalement ce sont des années perdues. Cette inflation, le gouvernement peut quelque chose, très sincèrement, pour compenser pour les ménages, pour ce qui va arriver, ou à un moment donné, comme le dit finalement quand on lit les rapports de la BCE, à un moment donné il faut laisser entre guillemets les choses naturellement se faire et on ne peut pas aider tous les ménages. C'est une bombe à retardement, ça ? L'État français pourrait faire davantage si on n'avait pas le niveau de dette absolument abyssal que l'on a. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne ? Et c'est d'ailleurs la une du Monde hier. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne quand le prix de l'énergie a flambé ? Ils ont mis 250 milliards sur la table pour soulager les entreprises, pour laisser l'industrie allemande compétitive et soulager les ménages. Sauf que nous, on ne peut plus le faire. Aujourd'hui, on sait tous quand même que quand on achète son prix d'essence à 2 € le litre, c'est pas les bénéfices de Total qui sont faits pour grande partie d'ailleurs à l'étranger et pas en France, qui justifient les 2 € du litre. C'est quand même l'imposition française qui nourrit quand même une partie des prix. Moi je suis pas d'accord, on peut le faire. Moi je suis pas d'accord, on peut le faire. Et moi je pense que Michel, alors comment on fait ? Moi je pense qu'on peut le faire. En Angleterre, qui est un pays ultra-libéral, ils ont imposé une taxe sur les super profits sans rechigner. Parce que c'est la contrepartie de la liberté du capitalisme. En France, on veut pas le faire. La deuxième chose qui me paraît encore plus importante, c'est que l'inflation, elle a une conséquence. C'est qu'elle augmente très fortement les recettes fiscales de l'État. Elles ont explosé, les recettes fiscales de l'État. Et donc, on dépasse les 200 milliards de déficit en 22. Oui, mais ces recettes fiscales, il faut les remettre dans la machine économique pour justement, comme vous le disiez, aider les entreprises qui n'arrivent plus à payer leurs factures, etc., etc. Donc il y a quand même des solutions. Ouais. Sauf que il faut le vouloir. Quoi. Et je suis pas convaincu que la politique des chèques ne soit pas elle-même une source du problème. Et quand on voit en plus qu'elle semble passer à côté de leur cible, puisque je lisais que je crois que près de la moitié des Français bénéficiaires du chèque carburant ne le réclament pas. Tout à fait. Mais parce que vous savez quoi ? Parce que moi j'ai un proche qui a reçu ce chèque carburant.
D'accord, il est tellement compliqué à encaisser. Il est tellement compliqué. Il y a un chèque électricité qui est, excusez-moi, c'était pas un chèque carburant, c'était un chèque électricité à un de mes proches. Impossible à remplir. Il a fallu qu'on passe 3 coups de fil pour comprendre. Et pourtant, il me semble que je sais lire le français. C'est quand même pas normal. Qu'est-ce que c'est que cet état complètement pléthorique et qui Je suis d'accord. Inadmissible. D'un mot, il nous reste moins d'une minute, messieurs. Un mot, Noël Le Graët, il a raison de démissionner. Fait tour de table rapide. Oui, c'était immanquable. Maintenant, il faut savoir si le conseil d'administration de la FFF va démissionner, parce que s'il ne démissionne pas, eh bien, il va falloir une élection en interne avec les membres du conseil d'administration du COMEX, pardon. Et donc, si en revanche, eh bien, il n'y a pas de démission, Diallo peut rester en place jusqu'en 2024. Est-ce qu'il faut tout changer ou est-ce qu'il faut garder ça? David. Oui, il faut qu'il démissionne. On peut pas être la deuxième nation au monde du football. Mais ça a été un grand président ou pas? Parce il a probablement été à un moment. Incontestablement, mais on peut pas être la deuxième nation au monde de foot et en même temps être empêtré dans des scandales pareils. Il faut qu'il démissionne et tourner la page. Michel, amateur de foot. J'adore le foot. Ça devenait intenable. Deux choses. Un goujat n'est pas un criminel, mais on en a marre des goujats. Donc effectivement, qui dégage, comme disaient certains, dans les stades de foot. Et la deuxième chose, c'est que moi, je préfère des gentlemen comme un Frédéric Thirier, l'ancien patron de la Ligue de foot professionnelle, qui lui incarne vraiment très bien les valeurs du foot, qui est très attaché à la neutralité dans le sport, et ça va être un des enjeux des Jeux Olympiques à venir, parce que vous allez avoir des femmes en hijab qui vont faire les compétitions, ce qui est un véritable scandale. Donc voilà ce qu'il faut pour l'avenir du foot français, et pas un goujat comme le Thomas, on termine. J'en ai marre qu'on parle du foot sans arrêt dans ce pays et qu'on laisse des joueurs gagner 200 millions d'euros par an de rémunération, et quand le patron Total gagne 5 millions, c'est un scandale national. Faites autre chose comme ça, il y a plein de sports sympas. Du football en France. Merci à tous les cas, Thomas Xalosser, Clément Touche, Michel Thomé, David Marguerite, merci à tous les quatre pour le débat. Demain, on débat à nouveau à 9h, bien sûr, mais dans un instant, on va s'intéresser à la télévision avec Gilles Gansman, et on va parler aussi de l'influence des réseaux sociaux dans le domaine du vin. C'est le salon de l'agriculture, on voulait parler de ça avec vous également. Allez, à tout de suite.